Bonjour à tous, je suis Olivier de Maison-Rouge, avocat et docteur en droit. J'exerce à Clermont-Ferrand et à Paris, et voici à peu près 10 ans, si ce n'est plus, parce qu'un peu comme M. Jourdain, on fait la pro sans le savoir, et on fait de l'intelligence économique parfois sans le savoir. Je suis donc spécialisé dans ce domaine d'activité, pour avoir d'abord été en prise dans des affaires de pillage, piratage technologique, vol de secrets de fabrication qui sont aujourd'hui revenus un peu sur le devant de la scène. Ces affaires ont fait jurisprudence et m'ont amené à intégrer la commission de Bernard Carayon, qui est un des pontes de l'intelligence économique, et à travailler sur une première mouture de la loi sur le secret des affaires, qui malheureusement n'a jamais vu le jour pour des considérations politiques. Pour autant, cela fait 10 ans que désormais je travaille sur ces sujets-là, que je suis questionné par des élus, des politiques et des structures institutionnelles. L'intelligence économique a une foultitude de définitions et chaque père fondateur a eu l'occasion d'apporter sa pierre à l'édifice. D'une manière générale, l'intelligence économique repose sur 3 fondements que sont la veille, la protection de l'information et l'influence. Cela étant, l'intelligence économique ne se limite pas distinctement à chacune de ces activités. Ce sont ces 3 activités réunies qui doivent participer à l'élaboration et à l'anticipation auprès des dirigeants et des preneurs de décisions, de telle manière à leur permettre de pouvoir être éclairés et suffisamment instruits sur leur environnement à la fois économique, géopolitique, et de fait, l'intelligence économique est une aide à la décision. Alors, la problématique de la protection de l'information, elle se trouve à tous les niveaux et tous les échelons, de l'économie comme du monde politique. En d'autres termes, aujourd'hui, on est dans une société surinformée, hyper médiatisée, et en réalité, l'information comme la data devient un matériau, voire un terreau, extrêmement sensible, où la difficulté n'est pas nécessairement l'accès à l'information, mais d'être en mesure de connaître l'information pertinente. De fait, ça touche toutes les strates de la société, toutes les strates économiques, et aussi bien auprès des dirigeants, des directeurs et des hauts cadres, mais de grandes structures, de grands groupes, mais également les ETI, mais également les PME, mais également les TPE, car dans toutes ces structures, qui sont des structures avant tout humaines, il existe un partage, une nécessité d'acquérir l'information stratégique, parce que précisément chacune de ces structures travaille sur un avantage économique, et c'est cet avantage économique, cet avantage concurrentiel qui permet à la société et aux structures et aux entreprises de pouvoir être dominateurs sur leur environnement économique. D'où la nécessité d'être en mesure à la fois d'acquérir cette information, de la traiter, de l'analyser, mais également de la protéger. Aujourd'hui, la globalisation de l'économie et la dématérialisation des échanges a fait en sorte que l'information aujourd'hui était assez aisément captable. Et pour autant, il s'agit de réduire l'exposition de l'information et d'être en mesure de la conserver pour précisément en faire un avantage concurrentiel qui ne soit pas partagé avec les rivaux. En France, l'intelligence économique a connu des soubresauts et parfois un contexte un peu tendu, un peu compliqué, parce que c'est une matière qui est assez difficile à appréhender, l'aide à la décision, l'anticipation et la connaissance profonde d'un environnement économique, comme je l'ai déjà défini. Et de fait, ça s'adresse en réalité à un faible nombre de personnes, même si la pratique de l'intelligence économique, au contraire, doit être grand public. Dans ce contexte prégnant de globalisation des échanges, de dématérialisation et de prédation, eh bien, la France a depuis maintenant 25 ans élaboré une doctrine, une théorie même, à travers plusieurs grands personnages, que ce soit Henri Martre, ancien conseiller, directeur général du plan, que ce soit Bernard Carayon, ancien député, et puis d'autres praticiens comme je pense à Christian Arbulot. Cela a donné lieu à différents rapports, à différents travaux qui ont été publiés, qui sont aujourd'hui publics, qui peuvent inspirer tout un chacun, mais désormais il faut quitter le stade de la théorie pour véritablement passer à la pratique. Et la pratique s'adresse précisément à toutes les entreprises, de toute taille qu'elles soient. Donc de fait, aujourd'hui, l'intelligence économique en France
Peu importe son appellation, ça peut être renseignement et sécurité économique, ça peut être information stratégique, peu importe, elle existe, elle est prégnante et elle doit être largement diffusée au-delà des travaux qui ont précédemment existé. Dans le cadre de l'intelligence économique en France, et plus largement de ce qu'on appelle la sécurité économique, la loi sur le secret des affaires du 30 juillet 2018 a été une avancée majeure. Pour la première fois, la France permet aux entreprises de se doter d'un artifice juridique destiné à protéger leurs informations pertinentes et stratégiques. Nous sommes dans un monde de compétition exacerbée et de prédation de la donnée. C'est un élément et la première pierre, précisément, d'un droit de l'intelligence économique en construction, mais il faut compter également avec les menaces extérieures, et notamment de ce que l'on a parfois évoqué à travers l'extraterritorialité du droit américain, notamment, mais il peut être chinois, et comme nous l'avons vu avec les affaires Alstom, BNP Paribas. Dès lors, il s'agit désormais de pouvoir répondre plus précisément aux attentes, aux besoins, et à ces nouvelles formes d'agression et d'ingérence. Et il s'agit aujourd'hui de pouvoir peut-être légiférer à nouveau en la matière, en réformant peut-être la loi de blocage et en limitant, restreignant la communication des informations pertinentes auprès des juridictions étrangères qui peuvent être, de fait, à travers cette pratique, en mesure de pouvoir sanctionner et démanteler des entreprises françaises, des fleurons européens également. Et donc, derrière, à travers ce travail, le secret des affaires doit pouvoir être élargi et protégé davantage à l'égard des agresseurs extérieurs. Une bonne pratique d'intelligence économique aujourd'hui passe par une bonne connaissance des métiers, des méthodes, et de fait, l'information devient essentielle. Il existe évidemment en France de nombreuses écoles et de nombreuses formations, et je pense en tout premier lieu à celle qui est dispensée au sein de l'école de guerre économique, pionnière en la matière, et qui aujourd'hui fait autorité et référence. On a également l'école des relations internationales pour tout ce qui concerne la géopolitique et la projection dans d'autres pays. Mais cela concerne surtout un public d'étudiants, parfois de professionnels en entreprise, mais il ne faut pas non plus sous-estimer les formations thématiques. Et de fait, nous avons, en association avec d'autres groupes et d'autres structures, constitué un réseau et une structure de formation dédiée à des thématiques précises en matière d'intelligence économique, de sécurité économique, telles que l'éthique des affaires et la loi Sapin 2, telles que la protection des informations, la protection structurelle des systèmes d'information et la protection du secret des affaires. Tout ça fait partie également de la sensibilisation et de la pédagogie nécessaire en matière d'intelligence économique. Alors, le secret des affaires est aujourd'hui un élément nouveau dans le droit positif français, né avec la loi du 30 juillet 2018. J'en ai été largement partie prenante puisque, à la demande à l'époque de Jean-Baptiste Carpentier, commissaire à l'information stratégique et à la sécurité économique, j'ai été rapporteur du groupe de travail à Bercy sur la transposition de la directive européenne qui avait donné corps précédemment, en juin 2016, au secret des affaires. Ce secret des affaires s'intègre concrètement dans le volet protection de l'information. C'est précisément de rendre indisponible une information stratégique de telle manière à ce que l'entreprise ou une grande structure d'État qui connaît cette information puisse la protéger vis-à-vis des concurrents, vis-à-vis des compétiteurs. En d'autres termes, c'est limiter l'accès, restreindre l'accès à cette information. Cela se traduit comment ? Tout d'abord, il faut se baser sur une définition juridique. Elle répond à 3 critères cumulatifs. D'abord, l'information ne doit pas être connue du grand public ni du secteur professionnel concerné. Deuxièmement, cette même information doit avoir une valeur commerciale réelle ou potentielle. Je dis bien potentielle parce que beaucoup d'informations aujourd'hui naissent dans des startups qui ne donnent pas lieu à un chiffre d'affaires et derrière créent un potentiel effectif en matière de chiffre d'affaires, de produits, d'investissement. Donc il s'agit de pouvoir protéger dès l'origine, dès sa conception, ces informations, cette création ou une création technologique. Et enfin, un troisième critère,
Eh bien, cette information, destinée à être confidentielle, doit faire l'objet de mesures de protection raisonnables. Il n'y a pas lieu à attendre de l'État de quelconque moyen. C'est, en définitive, les juges qui seront saisis d'affaires de atteinte au secret des affaires qui nous permettront de savoir quelles sont les mesures raisonnables qu'une entreprise doit pouvoir mettre en œuvre. Mais sans attendre. C'est à l'entreprise elle-même, dès à présent, de définir quelle est sa politique de sécurité des informations. Ça peut être en matière cyber, c'est-à-dire technologique, protéger, cloisonner les informations, éventuellement les chiffrer, les enfermer dans un coffre-fort numérique, éventuellement participer à une gestion décentralisée via la blockchain, pourquoi pas. Ça peut être des mesures juridiques, et il le faut impérativement, puisqu'un juge est d'abord un juriste, donc il jugera sur des pièces juridiques, et donc être en mesure de rédiger et d'implémenter au sein d'une entreprise, d'une structure, un règlement de protection des informations. Ça va être une révision des clauses contractuelles, des clauses des contrats de travail, des clauses des contrats commerciaux en matière de confidentialité renforcées pour protéger le secret d'affaires. Et puis, ça peut être aussi des protections physiques avec des limites et des restrictions dans l'accès à certaines zones, certains bâtiments et certains lieux avec des protections biométriques, des protections technologiques. Voilà, tout ça est sur la table et peut être utilisé en considération des réels besoins d'entreprise. Il ne s'agit pas de tout protéger, mais de protéger de manière pertinente. Une protection efficace doit répondre à des besoins. Quelles informations doivent nécessairement être protégées, en d'autres termes? L'entreprise doit se poser cette question, puisque aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous évoluons, l'économie repose d'abord sur la fluidité et la souplesse. On est dans un monde informé, médiatisé, et l'information circule, de fait. Donc il ne s'agit pas d'empêcher la circulation de toute information. Il faut seulement rendre indisponibles les informations pertinentes, stratégiques. De fait, l'entreprise doit en premier lieu, précisément, identifier les informations qu'elle désire protéger. Après cette identification, ce qui permet de cerner sa substantifique moelle, ses avantages concurrentiels, il s'agit de leur apporter une classification. Peut-être que toutes les informations ne sont pas aussi sensibles ou aussi critiques. Dès lors, on peut prévoir peut-être un système de classification avec un niveau, une graduation de plus en plus élevée en matière de protection de l'information, du secret au top secret peut-être. Et enfin, associer des mesures de protection, qu'elles soient physiques, en matière de restriction d'accès à certains bâtiments, à certaines zones, notamment des laboratoires, limiter également des mesures et imposer des mesures en matière technologique, biométrique notamment, également prévoir des protections numériques, telles que le chiffrement, des coffres-forts numériques, et puis enfin des protections juridiques à travers une révision des clauses, des contrats commerciaux, des contrats de travail, et avant toute chose, un règlement de protection des informations qui doit être institué au sein de l'entreprise. Tout d'abord, en cas d'atteinte au secret des affaires, si les mesures préalables, précisément celles qui doivent être instituées en amont, et notamment les mesures raisonnables n'ont pas été mises en œuvre, il sera difficile d'intenter un quelconque recours. Il existe néanmoins d'autres voies de recours prévues par d'autres textes. Pour ne rester que sur le secret des affaires, il est important donc d'avoir préalablement mis en œuvre des mesures de protection raisonnable du secret, de telle manière à permettre devant le juge de pouvoir présenter des pièces et des preuves qui attestent de l'atteinte au secret des affaires. En droit, 3 types de comportements peuvent être sanctionnés sur le fondement de la responsabilité civile. 1, c'est l'obtention illicite du secret des affaires. Je vais piller, moi-même, un concurrent. 2, c'est la divulgation du secret des affaires. Un de mes salariés, un de mes directeurs, un de mes chercheurs ou ingénieurs a lui-même révélé à un tiers des informations qui sont couvertes par le secret des affaires au sein de l'entreprise. Et enfin, l'utilisation illicite. C'est-à-dire qu'il y a eu divulgation, il y a eu obtention illicite, et un de mes concurrents, qui en est rentré en possession, va les utiliser à son tour, bien que n'ayant pas été à l'origine de l'obtention ou de la divulgation. Voici 3 comportements donc, qui peuvent être réprimés sur le plan civil exclusivement. Ça se traduit par une réparation financière, c'est la réparation du préjudice. Le juge va en être saisi, et il faudra être en mesure de justifier de l'atteinte. La révélation, l'obtention illicite, l'utilisation illicite.
Donc il s'agit ensuite d'une joute judiciaire que les avocats savent déjà maîtriser, comme en matière de concurrence déloyale. Ça peut être du vol de fichiers, ça peut être une pénétration d'un lieu ou bien d'un réseau informatique. Tout cela doit pouvoir être attesté. Vigie se propose aujourd'hui d'être une plateforme de mise en relation entre experts en intelligence économique et clients potentiels, PME, TPE, ainsi que des grands groupes. C'est une véritable très bonne chose, puisqu'aujourd'hui l'économie fonctionne précisément de plus en plus de manière horizontale et non plus verticale, avec un mode décentralisé, et une plateforme précisément répond à ces attentes. Donc il s'agit d'une véritable boîte de dialogue entre des besoins à couvrir et des besoins qui peuvent être couverts par des experts. Donc ces échanges de bonnes pratiques et ces lieux de rencontre sont une très bonne chose, et cela manquait en IE. Pourquoi l'intelligence économique ne devait-elle pas précisément avoir sa propre plateforme ?